qui s'est intéressée à la question des investitures au sein des partis politiques. Un peu moins regardante sur les sélections dans l'opposition, elle a tout de même focalisé l'attention sur les investitures au RDPC, où la lettre circulaire de son président national aurait une propension à faire émerger l'autocratie. Voilà. Paul Biya sera donc celui qui va investir 10 200 candidats, à en croire le quotidien Mutation de cette semaine. Serait-ce une méthode qui a du mal à passer pour la presse, elle qui n'a pas manqué d'évoquer des pétitions signées des militants de base du RDPC sans omettre de relever explicitement les possibles exclusions de ceux considérés comme des grandes gueules de ce parti, de ceux également ceux qui planeraient l'opération Épervier. Comment comprendre tout ceci, peut-on dire, avec Ouest Littoral, qu'en choisissant le mode des investitures, le RDPC donne un coup de pouce au SDF. Démarafatisé serait-il aussi un des objectifs de cette opération? Là est encore la question. Mais les personnes interrogées par Transparency International sur la corruption ont-elles vu juste? Elle qui affirme que parmi 62% avoir payé des pots de vin pour être servis au sein de l'administration camerounaise et même en Afrique. Comment est-il possible de mettre un terme à ce phénomène? La jurisprudence aurait-elle son rôle à jouer alors que les juristes sont eux-mêmes pointés du doigt? Bonjour, bonsoir, bienvenue à Droit de réponse, cette émission qui ambitionne de questionner le traitement de l'actualité par la presse. Cette semaine, vous l'avez certainement compris, l'actualité est restée fortement politique avec le sujet des législatives et des municipales. Et pour en parler, homme politique, homme de loi et journaliste analyse, surtout en ouvrant le débat et ce, dans la pure courtoisie. Eh bien, pour évoquer cette actualité dans cette émission ce dimanche, nous avons pris rendez-vous avec un homme de loi qui est également politique, Maître Fidèle Djoumbissi, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, vous êtes également membre militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'est exact. C'est-à-dire que les investitures approchent, il faut déposer les dossiers de candidature dans quelques jours seulement. Vous pensez qu'au MRC, tout est fin prêt? Au MRC, nous faisons tout pour être dans les délais. J'ai même fait beaucoup, je me suis fait même violence pour arriver ici parce que je fais partie de la commission de désignation des candidats pour le département du Vouri. Donc, j'ai dû laisser mes camarades avec lesquels je travaille au sein de la commission pour venir et après cette émission, j'irai pour que nous puissions terminer avec cette désignation. Parce qu'il y a un émissaire qui vient de Yaoundé pour que nous puissions terminer et acheminer le dossier à Yaoundé en vue de l'investiture. Et donc, on va beaucoup parler d'investiture avec vous et également, on aura besoin de votre expertise pour évoquer la lutte contre la corruption et savoir exactement ce que la loi prévoit et s'il est possible d'enrayer ce phénomène. Pauline Poissé-Maïnga, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous les téléspectateurs de ton émission. Merci, vous êtes journaliste au quotidien Le Jour. Eh bien, ce journal qui s'est aussi intéressé à la politique, c'est bien sûr le sujet phare de l'heure. Exactement. Suzanne Kalalebel, bonjour Suzanne. Bonjour. Vous êtes journaliste, on doit ajouter que vous êtes membre du Conseil national de la communication. Oui. Exactement. Cela ne ferait pas de problème à quiconque. Eh bien, pour savoir comment la presse s'est étendue sur ces sujets précédemment cités, comment ne pas faire un tour dans les kiosques, c'est pour retrouver la revue de presse que c'est ce dimanche encore. Jean-Paul Chouniat, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être là ce dimanche encore. C'est toujours un plaisir de faire la revue de presse à droit de réponse. Merci. On y va tout de suite. Oui, dans tous les cas, cette revue de presse va être structurée d'une façon toute simple, à savoir en première ligne l'actualité politique et aussi le sport et l'international. Commençons donc par le journal Europe Plus, qui met en ça une investiture des candidats, les formations politiques à l'épreuve des nerfs. Le journal fait allusion aux affluences observées dans les mairies et sous-préfectures par les potentiels candidats pour signer leurs pièces, les pièces qui rentrent dans la constitution des dossiers de candidature. Et pour Mouzaline
Moseline Djebaï de l'UNDP de la région du littoral. Il déplore tout simplement le cautionnement qui est passé du simple au double, à savoir de 25 à 50 000 francs pour les municipales et 500 000 à 1 million de francs CFA pour les législatives. Il suggère aussi la mise en place d'un guichet unique pour pouvoir accomplir toutes les opérations financières liées aux élections. Voilà donc pour ce qui est du journal Aurore Plus. Pour le journal Le Messager du 8 juillet 2013, sa une principale est donc consacrée aux investitures. 2 points. Pétition dans le RDPC. Les militants de la base grondent de colère après la lettre circulaire du président national et s'organisent pour que leur voix soit prise en compte sur le terrain pour contrer le choix des militants de la 25e heure, titre le journal. Les exigences du chef et puis aussi le journal parle des exigences des chefs traditionnels du Vori, dossier développé en pages 3, 4 et 5. Le journal aussi évoque la question du découpage électoral avec une réaction de la classe politique. Et puis en sport, toujours dans cette édition, suspension du Cameroun, José Mila, Joseph-Antoine Bell, Benoît Assoué-Kotor répondent à la FIFA. Ils accusent la Fédération internationale de football de faire du chantage aux Camerounais. Pour ce qui est donc du journal Mutation du lundi 8 juillet, législative municipale, Paul Biya investit 10 200 candidats. Le président national du RDPC a signé une circulaire dans ce sens vendredi dernier. Comme lors des sénatoriales, il se positionne en censeur suprême des listes du parti au pouvoir. Et puis le journal aussi a consacré son bas de page au football avec les premiers effets de la suspension du Cameroun par la FIFA. 2 arbitres camerounais exclus de la Coupe du Monde junior et un match annulé. Voilà pour ce qui est du quotidien Mutation de ce 8 juillet. Pour le quotidien La Nouvelle Expression du 10 juillet 2013, législative et municipale, RDPC, l'opération épervier plane sur les investitures. Selon des informations bien crédibles, titre le journal, Laurent Esso et Amadou Ali vont constituer un redoutable filtre dans les procédures d'investiture des futurs candidats du parti des Flammes. Voilà pour ce qui est donc le principal titre à la une du quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien La Nouvelle Expression qui met aussi en sa petite une le rapport de Transparency International. La police tient bon le leadership. D'après le baromètre mondial du fléau, la police camerounaise est perçue comme étant l'institution la plus corrompue. C'est le même titre d'ailleurs en petite une du journal Mutation. La police remporte la Palme d'Or. Le journal indique que l'objectif de ce baromètre est de presser les autorités à faire voter la loi anticorruption pour faire appliquer l'article 66 de la Constitution afin d'internationaliser la lutte contre ce fléau. Pour le journal Détective, sa principale une est consacrée à l'investiture des candidats. Risque d'implosion dans le RDPC, titre le journal. Recul démocratique manifeste. Inertie préjudiciable de la hiérarchie. La question que le journal pose, les militants de base ne feront-ils pas un vote sanction au parti de Paul Biya? C'est là la grande question. Pour le journal La Nouvelle Expression du jeudi 11 juillet 2013, le journal revient encore en sa grande une sur ces législatives et municipales. Rude bataille au RDPC et au SDF, d'un parti comme dans l'autre. Les militants qualifiés de grande gueule sont contre le choix imposé de l'option des investitures et dossiers développés donc par le journal de la page 5 à la page 7 à lire dans le quotidien La Nouvelle Expression. Pour la FECAFOOT, l'affaire de la FECAFOOT, et Somba Yonga s'en prend à Seb Blatter, le vice-président de la Fédération camerounaise de football, soupçonne le président de la FIFA de soutenir l'adversaire et demande la levée de cette suspension. Pour le quotidien le journal Ouest Littoral, législative municipale 2013, le coup de pouce du RDPC au SDF, après un coup de pouce plus ou moins volontaire ayant permis au SDF d'obtenir à la surprise générale 14 sièges lors des récentes sénatoriales, le RDPC, en renonçant à donner la parole à ses militants lors du choix des candidats aux prochaines élections, contrairement au SDF, fait de ce dernier auprès de l'opinion le seul parti démocratique de ce pays. C'est pour le principal titre à la une de ce journal du Ouest Littoral. Ouest Littoral du mardi 9 juillet 2013, magouille au sommet du RDPC. Comment Biya veut enrichir ses amis lors des primaires au sein du RDPC. Des voyous aux voleurs de toutes sortes distribués au petit peuple quelques victuales. Allez donc découvrir dans ce journal. L'œil du Sahel met en sa une législative 2013. Grand Nord, Paul Biya refuse au marafiste l'investiture du RDPC. Une liste des indésirables a été validée selon le journal par le sommet du parti
parti au pouvoir. Le journal La Nouvelle Expression du 9 juillet 2013 revient encore sur les législatives et municipales, parlant des courses d'obstacles au RDPC, notamment la caution pour être investi, les justificatifs de cotisation depuis 2007, les conditions d'investiture posées par le président sont des plus strictes. Voilà pour ce qui est du journal La Nouvelle Expression. Pour le quotidien Messager du 9 juillet, municipal et législative, la candidature, le cas Maurice Kamto, parti ou partira pas, surveillé par ses adversaires politiques. Le président du MRC entretient le suspense sur son engagement. Et dessus d'une bataille qui s'annonce, titre le journal. Et le journal La Nouvelle Expression du vendredi 12 juillet 2013, l'opposition dénonce certaines manœuvres faisant allusion aux législatives et municipales. Lors de la rencontre organisée par Elecams le 11 juillet, les partis politiques ont accusé la justice, les finances et l'administration territoriale de rançonner les futurs candidats aux prochaines élections, aux prochaines échéances électorales. Voilà pour ce qui est donc du journal La Nouvelle Expression. Pour le quotidien Mutation du jeudi 11 juillet, il revient sur le découpage électoral, titrant « Révélation sur les manœuvres de Paul Biya ». Selon un câble de Wikileaks, le chef de l'État redoute l'influence du Grand Nord en vue de la la succession au sommet de l'État et un vote défavorable dans les centres urbains. Voilà pour ce qui fait donc la principale une du journal. Pour le journal d'expression anglaise de Post, Biya ignores 2005 census in redistributing parliamentary seats, faisant allusion au découpage électoral. Opération Épervier, titre Mutation du 9 juillet. Opération Épervier, la liste des 64 personnalités visées par Madou Ali, les comptes bancaires de Nian Difendi, Grégoire Ouna, Foumanakame, Mbengo, Kaveh Yigedjigri, Ibrahim Talbamala ont été auscultés par Francis Dokolins. Le journal La Nouvelle met en sa une tribunal criminel spécial. L'opération Épervier bientôt à la FECAFOOT. Tous les éperviables de la FECAFOOT sont au scanner. Titre le journal. Et le journal Le Messager du 10 juillet qui revient parle de Serail. Bataille rangée entre Boulou et Nanga et Boko au centre de la guerre. L'influence supposée du secrétaire général de la présidente de la République au détriment des ressortissants du Sud. C'est le principal titre donc à la une du journal de ce 9 juillet. Et pour finir cette revue de presse avec le journal Le Repère qui parle d'illégalité. C'est sénateur qui assume le cumul. Voilà donc le principal titre à la une du journal de Feu Richard Touna. Coupe du Monde 2014, le gouvernement veut céder à la FIFA. La preuve, il vient d'ordonner aux éléments de la gendarmerie nationale de décamper l'immeuble siège de la FECAFOOT. Voilà pour tout ce qui est, Sandrine, de la revue de presse, même si on peut aussi évoquer la suspension de l'Égypte par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et évoquer aussi le Mali où le président de transition Diokounda Traoré a appelé les 28 candidats pour la prochaine élection à un esprit de fair play et d'indulgence. Voilà, grosso modo, sur quoi la presse a parlé cette semaine. Et merci à vous, Jean-Paul Chouinat. On aura bien sûr retenu et compris que la politique et le sport occupe beaucoup les colonnes des journaux cette semaine. Tout à fait, tout à fait. On se retrouve dimanche prochain. Bon débat avec vos invités et à dimanche prochain. À dimanche, à vous Jean Pouchina. Nous espérons recevoir également sur ce plateau Georges Ntepé du RDPC qui nous a pourtant confirmé sa participation à cette émission ce dimanche. Nous espérons bien la voir dans les heures qui arrivent. Eh bien, nous allons y aller tout de suite avec la première escale de cette émission, le premier débat qui va porter sur les élections législatives et les municipales, avec un bon point les investitures qui ont beaucoup intéressé les partis politiques. On a peut-être bien compris, Pauline Poinset-Maïnga, vous estimez que la presse s'est beaucoup étendue sur le sujet. Comment il est possible de comprendre cela? La presse ne pouvait pas ne pas le faire parce que il y a beaucoup de gens qui voulaient tenter leur chance et qui se sont vus réprimés, notamment au sein du RDPC où il n'y a pas eu de droit aux primaires. Ce qui a donc laissé beaucoup de gens insatisfaits et a créé beaucoup de désordre dans les esprits. Et on peut se retrouver demain avec des gens révoltés, même survoltés, parce que vous savez qu'en général, les élections comme les municipales ou les législatives n'ont pas pour but forcément de voter les gens de son propre parti. On peut avoir des gens qui sont aimés d'un village ou d'une agglomération et qui ont l'estime de tous et qui estiment donc qu'ils peuvent mettre leur salut entre des mains assez diligentes. Et si maintenant on se retrouve face à une personne qui n'a pas été cooptée par le peuple à la base, qui est là parce que c'est la tête du parti qu'il a voulu, quel que soit le parti, que ce soit le SDF, que ce soit l'UNDP ou n'importe quel autre parti,
À partir du moment où, pendant ce genre d'élections qui sont très sensibles, qui donnent réellement le poids national et même au-delà à un parti politique, si on met déjà les gens à la base en colère, on peut s'attendre à beaucoup de choses. Mais bon, je ne sais pas si les motivations du peuple au sein du RDPC ou même du SDF sont réellement partisanes. Si elles participent d'un désir de démocratie, les gens vont se révolter et on aura des résultats. Je ne fais pas un pronostic, mais on peut avoir des résultats qui décoiffent. Mais si le gouvernement, c'est-à-dire si le président des partis politiques essaye peut-être d'expliquer, d'envoyer une commission d'explication à leurs militants, parce que moi j'ai discuté, pas plus tard qu'avant-hier, qu'il y a 3 jours, avec un président de section aussi dans le littoral. Et il m'a fait comprendre qu'il était avec des gens en réunion parce qu'ils essayaient de trouver la personnalité qui était la plus représentative pour eux. Donc, ça fait peut-être 5 jours pour eux, afin de pouvoir certainement proposer aux instances dirigeantes des noms. Mais je dis, une élection, c'est d'abord une affaire de popularité. Ce n'est pas forcément une affaire de bilan. Parce qu'il y a des jeunes personnes qui veulent venir. On peut faire réaliser des choses assis sur son derrière dans un bureau. Et donc vous estimez que la presse fortement devait s'intéresser à cette La presse devait s'intéresser à ces partis qui se disent démocratiques, mais qui ont réussi l'exploit dans leur test intérieur au parti, de ficeler des articles, c'est-à-dire des choses qui sont légales à l'intérieur du parti, qui disent par exemple, au RDPC, on dit, oui, on peut procéder par l'investiture. On peut procéder par l'investiture, mais ils mettent ça comme un aléa. Mais en réalité, c'est quoi? En réalité, les primaires qui devraient être d'abord le plan de cheminement de ces élections sont mises tout le temps, M. Biya les viole pour pouvoir imposer l'investiture. Ce qui fait donc dire à la presse qu'il agit en autocrate. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'un parti qui se réclame de la démocratie, avant même qu'elle ne l'ait appliquée, il y a quelques années, en 1985, aujourd'hui, c'est ce parti qui a peur de mettre des gens en compétitivité réelle et que les gens, parce qu'on sait qu'un maire doit être d'abord quelqu'un qui est populaire. Et qui vient Comme de la ça, base. quand il a une idée que le parti demande qu'on essaye de convoyer, les gens suivent. On revient là-dessus tout à l'heure, Pauline Kwesi-Maïga. Suzanne Kalalobe, de votre avis, est-ce le rôle de la presse que de dire que dans tel parti ou dans tel autre parti, on est pratiquement dans le système autocratique? La question n'est pas là, Sandrine. Je pense que la presse a tendance à infantiliser l'opinion et s'arrêter aux aspects anecdotiques de la politique. C'est normal qu'elle s'intéresse au mode de sélection des candidats pour des élections comme les municipales ou les législatives. Mais ce qui est moins normal, c'est qu'elle s'attarde sur ce que j'appelle l'aspect anecdotique, sans rendre compte des enjeux de ces élections municipales, de ces législatives. Et pendant qu'on se dispute sur le mode de sélection, est-ce que c'est bien, le temps passe. Donc maintenant, elle peut aussi, de manière éditoriale, si elle veut, un éditorialiste peut prendre position sur un mode de désignation des candidats pour les élections municipales. Mais elle n'est pas obligée, elle, de manière générale, quand elle rend compte de cette actualité, de passer son temps à entrer dans les querelles des militants au sein du RDPC ou du SDF. Maintenant, la presse, à mon sens, aurait pu interroger l'opportunité ou non d'un mode de sélection. À ce moment-là, oui, c'est normal. C'est normal qu'on questionne les faits. C'est normal qu'on se pose des questions sur l'incidence de tel ou tel mode. Mais qu'elle s'engouffre dans ce que j'appelle des querelles internes, ce n'est pas forcément faire œuvre utile. Donc elle a préféré, à mon sens, ce que j'appelle l'anecdote, enfin un peu le commérage, plutôt que les politiques. Parce que qu'est-ce que ces élections posent comme problème pour l'avenir du système politique camerounais? C'est important de savoir vers quoi on va. Au-delà du fait que, bon, on élit un maire ou un député parce qu'il est populaire ou pas, il y a le système politique camerounais, c'est-à-dire l'avenir de la politique au Cameroun qui ne se limite pas aux contingences de la popularité de tel ou tel. C'est autant de choses qu'elle peut soulever. Ça ne l'empêche pas de faire des portraits, des anecdotes sur tel ou tel. Mais qu'elle nous ait cassé les oreilles pendant une semaine sur... Moi, j'ai tous les journaux, hein, tous. Et c'est un peu dommage.
on s'ennuie à lire. Peut-être un peu dommage de comprendre pourquoi elle Suzanne focalise elle-même sur n'a pas un cas écrit comme de quelque l'autre. chose là dans ce sens. On en reparle avec vous tout à l'heure, Pauline Poinse-Moïngao. MRC, avec vous, Maître Fidèle Djoumbissi, vous avez l'impression que la presse ne s'est pas beaucoup intéressée. Pourtant, le message est quand même revenu sur le cas Maurice Kamto qui ferait peur au RDPC. Oui, la montée en puissance du MRC fait déjà peur à tout le monde. Et avant de donner des précisions sur le cas du MRC, je vais revenir sur ce que mes précédents intervenants ont dit. Je vais commencer parce que Suzanne a dit, moi je ne suis pas d'accord qu'elle ait dit que les journaux, la presse ne doit pas s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur d'un parti politique. C'est très grave de dire cela. Les journalistes ont pour mission de rendre compte de tout ce qui se passe dans la nation, tout ce qui se passe dans la cité. Et en rendant compte, ça permet aux membres de la cité de se décider, de faire le choix. Et je voudrais indiquer qu'un parti politique, c'est une institution. Et plus important, c'est que le parti politique a pour mission de conquérir le pouvoir. Non, le parti politique qui doit conquérir le pouvoir doit intéresser tous les citoyens. Et c'est pour ça que les querelles, comme Suzanne a dit, les querelles qui sont à l'intérieur du parti doivent préoccuper les citoyens que nous sommes. Parce que demain, il faudrait que nous fassions le choix. Mais en quoi cela est-il important pour la presse de relever les anecdotes, un peu pour reprendre l'expression de Suzanne Kalaloubé? Ce n'est pas les anecdotes. La presse a rapporté les faits. Ce n'est pas des anecdotes. La presse a mis à la disposition de ses lecteurs ce qui se passe pour qu'ils soient renseignés sur ce qui se passe dans les partis politiques. Pour qu'ils soient avertis lorsqu'un parti politique proclame qu'il est démocrate, que c'est un parti démocratique, et qu'à l'intérieur, il n'y a pas de démocratie, il y a supercherie. Et les citoyens camerounais ont tout intérêt à le savoir. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un parti qui gouverne d'ailleurs, et comme des autres partis qui ont l'aspiration de gouverner. Donc, c'est une institution qui doit être contrôlée par les populations. Les populations doivent savoir comment ça se passe et comment ces institutions prétendent gouverner. Parce que, en gouvernant, il faut qu'elles respectent ce qu'elles ont promis. C'est ça. Parce que dans les statuts, il est prévu, comme Pauline a dit tout à l'heure, dans les années antérieures, le RDPC a procédé aux primaires. C'est le statut qui prévoit cela. Si aujourd'hui, ils ne veulent pas respecter leur statut, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont en train de violer leur statut. Donc, il faut que, et c'est à raison que les militants protestent, que les militants procèdent par pétition. C'est à raison, parce que leur statut prévoit les primaires. Alors, donc, ce que je voudrais ajouter... Pour revenir à vous dans un instant fidèle, le temps de la parole. Je pense qu'il faut... le rôle de la presse et de l'information, c'est hiérarchiser, c'est sélectionner, c'est choisir. Lui, c'est un militant. Il a le droit de polariser son attention sur ce qui peut affaiblir son adversaire. C'est normal. Et la presse doit donner la parole aux politiques, puisque c'est la guerre. Mais maintenant, globalement, quand il s'agit de rendre compte de quelque chose d'aussi colossal que ces élections, on n'est pas obligé de se polariser sur le mode de sélection. Mais je comprends parfaitement que les militants du MRC, du SDF, tous les militants au monde puissent chercher la petite bête chez leur adversaire. C'est normal. On est ici dans la façon dont on traite. Et contrairement à ce qu'il dit, notre métier, c'est un métier de responsabilité. Responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on hiérarchise. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur d'un parti. Je dis, est-ce que c'est l'essentiel? Et le seul fait d'informer sur cela, est-ce que c'est même suffisant pour informer de l'enjeu du politique? Voilà, qu'est-ce que la presse choisit de mettre au centre de son jeu? Je ne refuse pas que MRC, tout MRC qu'il soit, son jeu à lui, ça soit d'affaiblir, de contester, de critiquer. Même de manière éditoriale, on peut. J'ai dit tout à l'heure qu'on peut s'interroger sur l'opportunité d'un mode de désignation ou de sélection
des candidats. C'est-à-dire que la presse aurait peut-être Elle peut mieux s'interroger. fait de dire pourquoi les primaires, Pourquoi quelle est l'opportunité ou non? Maintenant, la façon dont les autres partis font leur sélection, ce n'est pas parce qu'il y a des primaires que c'est forcément ça la démocratie. Parce qu'il ne faut pas oublier que la démocratie, ce n'est pas seulement one man, one vote. C'est quand même une intelligence dans les choix et une sélection. Donc, je ne discute même pas de ça. C'est-à-dire, pour moi, chaque parti est libre de choisir le mode de désignation de ses candidats. Pour moi, en tant que citoyenne, je ne suis pas membre de ce parti. Les militants de ces partis qui ne sont pas contents, ils sont libres de s'exprimer. Je dis simplement que ce n'est pas l'essentiel dont on doit rendre compte quand il y a ce type d'enjeu. Voilà ce que je dis. Se mêler de ce qui se passe. Oui, en fait, en même temps, j'ai l'impression que nous tous qui intervenons au niveau de ces investitures, nous disons tout et n'importe quoi. Tout parce que, en fait, il y a un système électif au niveau des partis politiques. Il y en a qui ont décidé d'opter pour les primaires et après ces primaires, les investitures. Mais au niveau du RDPC, qui est quand même le parti principal du pays et qui est au pouvoir, et qui a des sénateurs, et qui a, parmi ces sénateurs-là, il a des conseillers. Ces conseillers-là, en fait, bref, qui ont été promus par des conseillers, qui seront, d'ici le 30 septembre, exit. Donc, il y aura donc une nouvelle représentativité au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, par rapport aux députés. Et même au niveau des conseils régionaux, il y aura des élus, des municipales. Alors, sur le problème que pose Suzanne, elle le posait précédemment, est-ce que la presse devait s'intéresser à ce qui se passe de manière interne? Elle dit par exemple que la presse peut s'intéresser en mode et expliquer. Non, on doit expliquer aux gens, que c'est quand même assez dangereux, c'est assez délicat et fragile. Parce que comme je vous l'ai dit, les gens qui sont sortants aujourd'hui, c'est les maires par exemple, ou députés sortants, c'est des gens qui ont le droit, s'ils estiment avoir bien fait leur travail, de postuler et de dire qu'ils veulent briguer un deuxième mandat si cela leur est permis. Peut-être qu'ils n'ont encore fait qu'un premier mandat, si cela leur est permis, de le briguer. Alors, lorsque vous vous retrouvez empêché de vous présenter parce qu'il y a la discipline qu'il faut respecter et du parti, et que la hiérarchie vous demande d'être exit, vous n'allez pas être content. Et les gens qui vous ont élus, à supposer qu'ils soient assez massifs, peuvent se révolter et aller voter quelqu'un d'un autre parti qui s'est présenté dans le village ou la localité. Donc c'est là où on voit un peu les avantages pour certains partis de la 25e heure, comme on disait bientôt, à se présenter parce qu'on ne sait jamais, comme le MRFC ou bien l'UPC unifié. Mais je veux dire que par rapport à moi, qui sublimine la démocratie, j'ai dit qu'il valait mieux vraiment permettre aux gens, même peut-être des gens, de sortir de l'ombre. Pas forcément parce que le parti veut faire plaisir à tel et lui donner un cadeau. On procède par la fuite électorale pour mettre quelqu'un qui a été en fait comme nommé. Oui, je voudrais revenir sur ce point qui a été développé par Suzanne. Je veux rappeler que l'institution, c'est d'abord les règles. Et un parti politique fait partie du système politique. Peut-être que Suzanne parle du système politique sans savoir ce que c'est. Le système politique, dans le système politique, il y a les partis politiques qui constituent l'élément essentiel. Parce que c'est les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage, comme indique bien la Constitution. Et pour être un parti politique au Cameroun, il y a tout un processus. Il y a une formalité à remplir pour devenir un parti politique, pour que le parti politique soit légalisé. Donc, lorsque vous demandez la légalisation auprès du MINAT, vous déposez votre création, l'acte de création du parti politique auprès du MINAT, on vous donne l'autorisation. Et on vous donne l'autorisation avec les statuts que vous avez présentés. Lorsque l'autorisation vous est donnée, ce statut-là devient une norme, une règle de droit. Règle de droit qui doit être respectée. Et ça, l'institution, c'est de respecter les règles de droit. Donc, je dis que les militants du RDPC ont raison de contester que les règles prévues par le statut n'ont pas été respectées.
Et ils ont encore le droit même d'aller devant les juridictions, si cela était possible. Mais ils ne pourront pas, parce qu'ils ont peur, parce que le RDPC intimide. Sinon, ils peuvent, en se fondant sur les statuts, demander l'annulation de ces investitures. Suzanne Kalalouben. Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde et les concepts et les postes, je dirais, les points d'analyse. Un parti politique est un instrument du système politique. Mais il a ses propres caractéristiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe, si vous voulez, un système pluriel, de pluralité. Le MRC n'est pas le RDPC, le RDPC n'est pas le SDF, etc. Chaque parti a le droit de définir les modalités de sélection, je répète encore une fois, de ses propres candidats. À l'époque des partis communistes, par exemple, les partis investissaient leurs candidats, il n'y avait pas de primaire. Mais maintenant, on peut estimer que tel mode est plus démocratique que tel autre. Après, on peut se poser la question de l'opportunité d'un mode de sélection à un moment donné. Voilà ce dont je discute. Et je le discute du point de vue du journaliste, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois tirer comme enseignement qui peut apprendre aux gens à lire le système politique. Je ne suis pas obligé de donner ma position en disant, moi, je suis la très grande démocrate pour les primaires. Ce n'est pas obligatoire. Mais je dois aussi dire aux gens, dans l'opinion, qu'il y a plusieurs possibilités. Elles existent. Et chaque parti choisit. Alors, quand on me fait la leçon, je ne veux faire de leçon ici à personne, je sais que je suis ignorante. Mon niveau intellectuel est difficile, donc il faut qu'on accepte un peu mes confusions. Mais quand on me corrige, il faut qu'on me corrige avec un peu de rigueur. Parce que dans le système politique, il y a le rôle des partis, il y a le fonctionnement des partis. Et encore une fois, chaque parti est libre de décider de la façon dont il va aux élections. Si le MRC lui dit, moi je suis un grand démocrate, je fais les primaires, il est libre. Mais moi, journaliste, c'est de ça que je parle. Qu'est-ce que je dois dire et de quoi je dois rendre compte? Je peux fouiller dans les poubelles des partis, je peux mettre leurs ordures par terre. C'est un choix éditorial, ce n'est pas le mien. J'estime que les ordures qu'il y a dans les poubelles des gens, c'est leurs ordures. On doit les amener à la décharge. Mais je peux aussi, de façon périphérique, parler d'autres choses parce qu'il n'y a pas que ça. Voilà 20 minutes qu'on parle des investitures et 20 minutes où chacun de nous n'a que la même position. Il y a ceux qui disent que la démocratie, la vraie, c'est les primaires. Il y a moi qui dis il y a une opportunité. Non, la preuve, si vous permettez, Pauline Pensée, la preuve que ce sujet est relativement stérile et qu'il n'apporte pas grand-chose dans la connaissance des enjeux des élections municipales et législatives. Voilà ce que je dis. Pauline Poissé-Maïga, vous vouliez apparemment réagir. Oui, je voulais réagir très très rapidement pour dire que il ne faut pas se focaliser sur les membres du panel. Parce que ce qu'on est en train de dire, je pense que les Camerounais ont le droit de savoir. S'ils n'avaient pas le droit de savoir, ils n'auraient pas créé au sein des partis politiques dans lesquels ils militent. Donc ils veulent comprendre, ils ont créé pour que la presse comprenne, entende, aille fouiller, regarder et venir parler. Et c'est ce que nous essayons de faire et que nous allons toujours faire, même s'il faut aller fouiller dans les poubelles. Parce que ça veut dire que vous comprenez parfaitement non, je pourquoi la comprends presse... très bien la position de Suzanne, mais ce que je voulais dire, c'est que je comprends d'autant mieux la position des militants qui se sentent outragés et outrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mais est-ce le rôle de la presse de se mettre à la place des militants pour dire par exemple qu'en choisissant les investitures, c'est une porte qui est ouverte pour le On ne se met pas à la place des militants pour leur dire d'aller se dérober, ou on ne se met pas à leur place pour leur dire d'aller porter plainte et rester, mais on se met dans la position des militants de la première minute qui sont là, qui travaillent du jour au matin au soir et qui se sentent toujours lésés le plus souvent, quels que soient les partis politiques, pour le choix de personnes peut-être qui apportent un peu plus d'argent. Et puis finalement, on se demande souvent pourquoi dans certaines sections, ça ne marche pas. Mais pour terminer rapidement, ce que je voulais dire, c'est que on n'a jamais dit que le RDPC n'applique pas la démocratie dans son parti. Mais ce qui nous paraît de plus en plus très très visible, c'est que entre deux modes de choix, c'est-à-dire, ils ont les primaires qu'ils ont eu à appliquer par le passé et ils ont aussi, de façon alternative, ils ont aussi
l'investiture. Mais pour nous, la question que nous nous posons dans la presse, et que certains militants se posent, c'est que pourquoi, sans avoir essayé de puiser la première procédure, on saute tout de suite à la deuxième, qui n'est en fait une possibilité. Mais cette possibilité ne doit venir, à mon avis, à mon humble avis, que lorsqu'il y a un problème précis qui se pose. Alors je ne sais pas, c'est pour ça qu'on cherche à savoir quel est le problème qu'il y a au sein du RDPC qui amène les instances supérieures à faire fi du militantisme des populations à qui on a dit que c'est pour vous, le parti c'est pour vous, c'est vous qui êtes le peuple, c'est vous qui nous nommez, c'est vous qui nous faites élire et c'est vous qu'on représente. Ce peuple n'a pas droit à la parole à la base et maintenant il est à craindre justement cette mouvance qui peut, je vous l'ai dit, ce n'est pas une élection présidentielle. Il s'agit bien d'élections locales. Une élection municipale, ce sont des élections locales. Voilà. Alors, Suzanne Kalalebe, il y a que la presse à se demander pourquoi la presse s'intéresse particulièrement, on l'a dit en début de cette émission, sur le cas du RDPC. Est-ce à dire que les autres partis politiques sont moins visibles et dont on n'entend pas beaucoup parler? Parce que c'est plus facile de tirer sur un cadavre ou sur une ambulance. C'est plus facile d'attaquer ceux qui sont au pouvoir. Parce que de manière générale, celui qui a le pouvoir est toujours considéré comme le bourreau de tout le monde. Donc, et la presse s'est habituée, s'est familiarisée à prendre, entre guillemets, position en polarisant l'information politique sur les faits du RDPC. Ce qui est normal. Je ne reproche pas cela. Je reproche l'absence de discernement et de professionnalisme dans le traitement de l'information politique. Je reproche le fait qu'il y ait une prise de position éditorialiste partisane qui empêche de voir le problème des législatives et des municipales dans leur ensemble. Par exemple, 30 partis politiques vont se partager les sièges. La configuration du champ politique est en train de changer. Qu'est-ce que ça laisse augurer? C'est autant de questions. Maintenant, derrière les positions que j'entends ici, il y a cette conception que je considère un peu populiste du peuple, le peuple roi. Le peuple clairvoyant, le peuple, le peuple, le peuple. Ce discours sur le peuple m'embête un peu parce qu'il est excessivement démagogique et totalement populiste. En d'autres termes, si on doit parler de démocratie, la démocratie, ce n'est pas qu'une question de nombre. Encore une fois, c'est donner des outils aux individus pour choisir. Et le débat politique sur le mode de sélection, il peut avoir lieu, oui, investiture ou pas. Quel est le meilleur mode de sélection des candidats de ce niveau dans tel ou tel parti, selon telle ou telle opportunité? Moi, je suis d'accord que le débat ait lieu. Mais il faut qu'il ait lieu de façon éclairée. Parce que de façon à expliquer, à faire comprendre un certain nombre de choses. Que les gens comprennent. Pour moi, les primaires ne sont pas la garantie de l'efficacité politique ou même de la démocratie. Tout comme les investitures. Mais là où je peux être d'accord avec Pauline, c'est la question de fond. Pourquoi, à un moment donné, un parti choisit tel mode plutôt que tel autre? Si c'est pour régler des problèmes internes, c'est leur problème. Et là aussi, je suis d'accord que la presse interroge. Quelle est l'opportunité des investitures au sein du RDPC, du SDF ou n'importe quoi? Quelle est la qualité du primaire? Alors, Pauline dit, oh, il faut faire attention, avec les investitures, ce n'est pas sûr qu'on fasse les bons choix. C'est pas évident. C'est pas évident. Avec les primaires, on peut aussi ne pas faire les bons choix. Parce qu'on sait très bien comment le nombre fonctionne. Et le nombre peut être totalement injuste. Et là, vous rejoignez par exemple le professeur Famendongo qui a déclaré cette semaine que ce soit les investitures ou alors les primaires, chaque mode a ses avantages et a ses inconvénients. Oui, il faut analyser, c'est tout. Et moi, je dis il faut creuser pour savoir l'opportunité. Pauline, et puis mon voisin de droite, ça s'appuie simplement sur le fait que faites attention. Avec les investitures, vous risquez de faire des mécontents qui vont se verser dans, comment on appelle ça, qui vont donner leur voix à d'autres partis. Non, c'est pas comme ça qu'on explique aux gens la politique. Maître Fidèle Djoumbissi. Oui, je voudrais revenir sur ce que Suzanne a dit. J'ai l'impression que Suzanne veut détourner le débat. Parce qu'elle parle des enjeux des élections, alors que nous sommes en train de parler des investitures. Vous permettez juste un mot? Jusqu'à maintenant, non, je ne qualifie pas les positions. Jusqu'à maintenant, je ne qualifie pas. Mais quand vous parliez tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu. Je suis d'accord, mais c'est parce que vous dites que je veux détourner le débat. Laissez-moi que je m'explique.
C'est ce que je m'explique. Bon, si vous voulez vous Non, je expliquer, dis, mais avouez que c'est elle un veut peu détourner faible. le débat. D'accord. Comme d'habitude. Nous sommes en train de parler des investitures, elle parle des enjeux des élections. Ce n'est pas le moment de la campagne. Au moment de la campagne, on parlera des enjeux des élections au vu des programmes des partis en lice. Maintenant, nous parlons des investitures. Bon, maintenant, il s'agit de savoir pourquoi la presse se focalise sur le RDPC. C'est pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est le parti dominant. Nous sommes dans un système à parti dominant où le RDPC domine tout. Et là, la presse doit s'intéresser plus au RDPC qu'à d'autres partis politiques. C'est le parti au pouvoir. Ensuite, il faut relever que le RDPC est pris dans son propre piège. C'est pour ça que la presse se focalise sur lui. Le RDPC, avec son chef, qui n'a jamais voulu clarifier le calendrier électoral, est pris dans son piège. Parce que s'il y avait un calendrier électoral, le RDPC aurait pris le temps pour organiser les primaires, comme il a fait en 2007. Parce que maintenant, on entretient le flou autour du calendrier électoral, on veut surprendre, parce qu'on veut faire mal à l'opposition. Maintenant, même le RDPC se retrouve dans cette situation. Alors, est-ce que le RDPC est vraiment pris dans son piège? Georges Tepe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation tout de même. On peut le comprendre, les intempéries ne vous ont pas permis de nous retrouver un peu plus tôt. Eh bien, la question est posée. On s'intéresse aux investitures alors qu'on va assister au scrutin couplé des législatives et des municipales. Et la presse s'est beaucoup intéressée au RDPC et à Maître Fidèle Djoumbissi du MRC qui faisait savoir que c'est pour deux raisons. Parce que le RDPC est un parti dominant et aussi parce que le RDPC est pris dans son propre piège. Est-ce que c'est l'impression que vous avez, vous, au RDPC? D'abord, permettez-moi de paraphraser un écrivain qui disait que la politesse est la première et la plus engageante de toutes les vertus sociales. Toutes mes excuses par rapport au retard. Bonjour aux autres panélistes, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à vous-même. Bon, alors, lorsque j'entrais dans ce studio, je vous ai entendu immédiatement parler du ministre Amendongo, en précisant qu'il a indiqué que chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Et justement, je voulais vous préciser à toute fin utile qu'il n'y a pas de modèle standard. Le RDPC ne peut pas être pris dans un quelconque piège. Mon cher Maître Djoumbissi, que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai souvent eu à débattre, est parfois perçu à mes yeux comme un spécialiste des incantations, n'est-ce pas, voire des fantasmes. Nous avons dans le RDPC l'article 58, qui est très clairement spécifié et qui indique comment est-ce que qu'est-ce qui est fait dans le RDPC en matière d'élection. Et si vous permettez, je vais très rapidement vous en lire un petit fragment, parce que cela mettrait sans doute fin aux spéculations de mon frère Djoumbissi. Je cite donc l'article 58. Djoumbissi, autant pour moi, pardon. L'article 58 de nos statuts, qui sont comme, n'est-ce pas, le socle de notre idéologie, je cite, sans préjudice des dispositions de l'article 27 des statuts le comité central accorde l'investiture aux différentes consultations électorales. Il peut investir un ou plusieurs candidats du parti pour un même siège ou présenter une ou plusieurs listes. Je vais plus loin, je vais citer l'alinéa 2 pour terminer. Toutefois, pour les élections locales, le comité central peut, sous sa supervision, habiliter les organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à accorder l'investiture à un ou plusieurs candidats du parti pour un même siège ou à une ou plusieurs listes. Je crois que avec cette disposition qui figure dans nos statuts, il n'y a plus lieu, n'est-ce pas, de spéculer. Et donc vous répondez à la presse qui a comme eu l'impression que les investitures au RDPC pourraient conduire le parti à l'implosion? Non du tout. Heureusement, vous parlez d'impression. L'impression n'est pas la réalité. Et on ne peut pas empêcher à un citoyen camerounais d'avoir des impressions. Non, il n'y a pas de modèle standard, voyez-vous. Disons les choses avec objectivité, mais surtout avec clarté. Et nous nous efforçons dans le RDPC d'éclairer les Camerounais en général et nos militants qui n'ont pas toujours peut-être, j'allais dire, l'éclairage nécessaire. Le RDPC a ses statuts, le RDPC a son règlement intérieur et comment dire ça, les militants où la hiérarchie fonctionne en fonction de ces statuts. Il n'y aura pas d'implosion parce que, madame, vous savez bien qu'en toute chose, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a toujours des mécontents.
Donc la vie est faite ainsi, à un moment donné ou à un autre, il y a des gens qui seront satisfaits, d'autres qui le seront moins, pour ne pas dire qu'ils ne le seront pas. Il n'y a pas d'implosion, la hiérarchie va encadrer tout ça. Vous savez qu'en 2007, nous avons eu effectivement les primaires, n'est-ce pas 2007 n'est pas loin, monsieur le maître. Donc, la hiérarchie a constaté, à juste titre, à raison, allais-je dire, qu'il y a beaucoup de dérives. Je vous donne un exemple, parce que je suis là pour éclairer, pour porter la voix du RDPC. Pour permettre aux autres de discuter. Absolument. Alors, nous avons eu des primaires en 2007, et ces primaires se sont relativement bien déroulées. Malheureusement, un constat en aval a été fait. Beaucoup de Camerounais, enfin beaucoup de, j'ai pas voulu dire camarades, beaucoup de Camerounais qui viennent adhérer à ce parti, ou du moins qui donnent l'impression d'adhérer à ce parti, ne sont pas militants de ce parti, n'ont pas les convictions, ne portent pas les convictions de ce parti, viennent pour des raisons qui nous échappent un petit peu. Et donc la hiérarchie a voulu un petit peu encadrer les choses. Je vous donne un exemple. Ça va faire un second exemple. On va peut-être permettre à Suzanne Carvalho. Bon, je vais clarifier tout à l'heure davantage. Hein. Oui, Ils sont du même bord. Ils sont du même bord. Il faut me laisser. Non, on ne peut pas dire ça, maître Fidèle. J'entends. Moi, je ne l'ai jamais vu militer. Non, c'est la deuxième fois que maître Ndjoumissi essaye de créer la confusion. Peut-être parce que ses arguments sont faibles. Chacun est libre d'être dans le parti qu'il veut. D'accord? Et moi, si j'étais au RDPC, je ne m'en cacherai jamais. Si j'assume, si je prends position en politique, je ne me cache pas. Je suis une ancienne militante de l'UPC et je n'ai honte de rien. Donc, la tentation qu'on veut amalgamer parce que je ne suis pas d'accord avec Ndjoumissi, franchement, je dis que ce n'est pas correct. Première chose. Deuxièmement, ce qui n'est pas encore correct tout à l'heure, généralement, je ne me fâche même pas parce que je trouve ça un peu bas. Mais ce qui n'est pas correct, c'est que Ndjoumissi dit, Suzanne veut détourner le débat parce qu'ici on parle des investitures et non pas des enjeux. Je connais cette technique. Je vais donc revenir sur le fond de ces arguments. Si on parle des investitures, c'est parce que ces investitures ont une incidence sur le résultat ou non des élections municipales et législatives. Si on parle du mode de sélection, rien ne nous empêche d'élargir le questionnement sur l'opportunité ou l'efficacité ou non de ce mode de sélection. Si la presse s'enferme dans la posture du MRC, elle dit ce que le MRC a envie d'entendre, mais les Camerounais sont nombreux, avec des opinions différentes et des niveaux de compréhension différents. Elle a le droit, voire même la responsabilité, de faire plusieurs propositions d'interprétation d'un fait. Elle n'est pas obligée, les partis politiques sont là pour ça, de prendre position. Moi, que le MRC s'agrippe aux investitures, parce que c'est son... qu'on appelle ça, c'est l'os qu'il veut ranger contre son adversaire, ça le regarde. Mais du point de vue politique, on peut se poser la question de l'efficacité d'une telle défense. Personnellement, je ne la trouve pas efficace. Je trouverais plus efficace dès maintenant que les adversaires du RDPC, plutôt que de le critiquer seulement, commencent déjà à parler de leur alternative, ce que eux proposent, ce que eux ils sont, commencent à construire dans la conscience des citoyens qu'ils peuvent gouverner ce pays parce qu'ils ont déjà des propositions. Mais qu'ils s'enferment dans la défense et l'illustration, ça les regarde, mais ça les affaiblit considérablement. Maître Fidèle Ndjoumissi. Oui, je vais d'abord répondre à mon ami Tepé. Je suis d'abord content, satisfait qu'il reconnaisse quand même mes qualités, mais je suis un peu déçu qu'il me traite d'incantateur et de quelqu'un qui est en train de fantasmer. Donc, moi, quand j'interviens dans un débat, moi je fais des efforts pour donner des arguments. Moi, je suis avocat et j'ai l'habitude de développer une thèse et de soutenir ma position. Je ne fais pas des incantations, je ne fais pas des fantasmes. Sauf que le fait d'être avocat ne fait pas de vous un maître à penser. Non, je ne vous ai pas dit que je suis un maître à penser. J'organise mon argumentation. Tout à fait. Et c'est ce qui se passe dans mon métier. Donc, je voudrais dire qu'il est bien vrai et que c'est très bon qu'il soit arrivé pour nous donner lecture d'une disposition de leur statut. Et donc le débat est tranché. Non, selon c'est pas tranché. C'est pas tranché. Je reviens là-dessus. Il a parlé d'investiture. Quand on parle l'investiture, c'est légal. C'est la loi. C'est la Constitution. C'est la loi sur les élections qui parle d'investiture. Parce que c'est les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Donc c'est les partis politiques qui investissent. Et là, je reconnais à Suzanne de faire la distinction entre mode de désignation et investiture. Et c'est là où la presse
a entretenu la confusion entre investiture et primaire, qui est un mode de désignation, un autre mode de désignation des candidats, de sélection des candidats. Donc, lorsqu'on parle d'investiture, c'est tous les partis qui vont investir. C'est tous ceux qui vont déclarer les candidatures dans les conditions prévues par la loi, doivent produire l'acte d'investiture du candidat par le parti. Alors, c'est ça. On va sortir de cette question, Maître Fidèle Doumbissi. Juste une question à l'endroit de Georges Tépé. Eh bien, la presse, au sujet des investitures, justement, en Ouest littoral, qui estime qu'en choisissant le mot des investitures, le RDPC a donné un coup de pouce au parti de l'opposition, en citant nommément le SDF. Non, mais écoutez, je crois qu'il y a cette confusion, qui est également entretenue depuis un moment. Le RDPC n'a aucune alliance, n'a aucun rapprochement avec le SDF, et donc le RDPC travaille pour son avenir. Nous n'avons rien à voir avec le SDF. Voilà ce que je veux dire très brièvement. Très bien. Eh bien, je vous propose de sortir de cette question politique. On va évoquer un autre sujet, le deuxième pour cette journée de ce dimanche, dans le cadre de l'émission Droit de réponse. On va parler de la lutte contre la corruption. Vous le savez très bien, Transparency International a rendu cette semaine un rapport dans lequel on apprend que la police est l'institution la plus corrompue. C'est un rapport qui a été complété par la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination, la Comicodi, qui évoque également le même rapport avec les mêmes acteurs, les institutions les plus corrompues, à savoir la police, les impôts, la santé et même les partis politiques quelquefois. Pauline Poinsé-Maïnga, la lutte contre la corruption, on en parle tout le temps, mais les rapports ne nous donnent pas l'impression qu'on recule. Comme quoi, je suis la tête de Turc, tu commences toujours par moi. Bon, je vais m'efforcer de parler de la lutte contre la corruption. J'ai effectivement suivi aussi le rapport de Transparency International qui classe de nouveau la police à la tête corrompue. Au Cameroun, je crois qu'ils sont suivis en très bonne place. Le système judiciaire. Voilà, le système judiciaire. Et puis, après, il y a, je crois, les enseignants. Il y a les impôts d'abord. Les impôts, les enseignants, le corps médical et curiosité, il y a la presse. Mais peut-être qu'on va revenir en long et en large là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que, pour une fois, même si c'est vrai que c'est le plus visible dans les rues, que les taxis soient arrêtés par des agents de la paix, même si c'est le plus visible que parfois quelqu'un qui a tort amène n'importe qui à la police ou à la gendarmerie et qu'il suffit de payer pour mettre quelqu'un ou le sortir des géoles de gendarmerie, ça c'est vrai. Mais je dis, lorsque moi, je voudrais me positionner pour aller regarder dans les prisons, où de plus en plus, on nous dit que la lutte contre la corruption est censée envoyer des gens tous les jours. Moi, je ne trouve que les membres du gouvernement en prison. Je n'ai pas encore vu un divisionnaire en prison, je n'ai pas encore vu un commissaire principal ou un général en prison, ou je ne sais pas. Donc, lorsque moi, je voudrais essayer de faire un rapport, quand je vais sur le terrain, que je fais vraiment des recherches, il faut que j'amène la preuve à l'appui et au plus haut point. Parce qu'aujourd'hui, la police a bon niveau. Et donc, vous estimez que le rapport est transparent? Non, je dis que le rapport aurait pu faire mieux. Le rapport aurait pu faire mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce rapport devrait avoir le droit d'accès aux comptes des barons, même de la police. Puisque si on voit ce qui nous en est rapporté, ce serait que les agents de la paix vont au carrefour, ils arrêtent 5, 10, 20 mototaxis et quelques taxis dans la journée, à la recherche surtout des gens qui sont pas en règle pour pouvoir bénéficier d'un peu d'argent, et qu'il y a une enveloppe qui rentre au commissariat pour le patron, et que le patron devrait en principe avoir acheminé sa part au provincial et ainsi de suite. Jusqu'à présent, qu'on me prouve qui est le provincial, qui est le commissaire, qui est le délégué à la sécurité nationale, qui a été enfermé parce que quand Transparency International a dénoncé, il y a eu un suivi qui allait jusqu'à accueillir les auteurs de la faute. Parce qu'en fait, nous, c'est ce que nous aimerions, dénoncer et voir qu'il y a un suivi. Donc, je dis, le tout n'est pas de dire tel vol, tel vol. Nous tous, on voit que la police nous prend 500 francs de temps en temps, voire même 200. Il y a même d'autres qu'on paye avec des capsules de bière. Mais le problème, c'est que puisqu'on dit que nous sommes dans un état de droit, est-ce qu'on peut le prouver?
C'est ça que je dis. Suzanne Kalaloube, c'est peut-être un autre débat que Pognou Poinsé tente d'ouvrir avec transparence. La police, oui, mais alors, comment cela s'est passé? Je ne crois pas que ce soit ça le problème de fond. Et la faiblesse des rapports de Transparency International, c'est qu'ils font souvent des statistiques quantitatives sans analyser de manière qualitative l'évolution du phénomène. Et du coup, ce classement apparaît comme quelque chose d'automatique et peut être un peu insatisfaisant. Je pense que la presse, là aussi, encore une fois, a un rôle. Elle a aussi son travail à faire. Publier de façon automatique comme ça les chiffres de Transparency, oui, il le faut. Mais elle aussi se doit de faire des analyses comparatives, ses propres enquêtes. Interroger pourquoi c'est la police qui est le nœud ou les enseignants. Pourquoi les corps sociaux qui sont ce que j'appelle au point de jonction de la vie sociale, pourquoi c'est eux qui sont les plus corrompus. Maintenant, il y a ce mode de corruption, et nous vivons tous au Cameroun, nous savons qu'au Cameroun, beaucoup de gens sortent facilement la pièce pour demander un service, pour se sortir d'un ennui, etc. Je pense que ça, c'est un sujet d'analyse que Transparency peut sortir, parce que s'il y a ce niveau de corruption, c'est que la société elle-même est arrivée à un niveau de déréliction tel qu'elle tolère elle-même d'entretenir ce mode de rétribution, de relations sociales. Je ne suis pas contre le fait que les barons, on les mette en prison, la mafia, etc. Mais il faut savoir que même si on mettait tous les barons en prison, la dégénérescence dans laquelle la société camerounaise est aujourd'hui peut générer un autre monstre. Donc je trouve que Transparency, c'est bien, mais chaque année, la même chose. Il leur faut aussi des analyses pour qu'on aille un peu plus loin dans la lutte contre la corruption. Donc, comme d'habitude, je ne suis pas satisfaite. Alors, Jean Tepel, les partis politiques sont aussi épinglés par ces différents rapports. On s'est dit que le problème, il est partout. Absolument. Et c'est avec regret qu'on doit dénoncer cela. Vous savez, nous aspirons... Comment vous, en tant que militant d'un parti politique, est-il possible de schématiser la corruption au sein d'un parti politique? Mais les partis politiques ne sont pas en marche de la société camerounaise. Et ce sont les êtres humains qui animent ces partis politiques. Et donc, je crois que Transparency International a au moins le mérite, de mon point de vue, de paraître comme une espèce de contre-pouvoir. Parce que nous en avons nécessairement, fondamentalement besoin. Voyez-vous, comme il a été dit précédemment, on a un peu l'impression, je vais utiliser la même expression que vous tout à l'heure, je n'ai pas la réalité en face, on a l'impression que c'est une espèce de redite, voyez-vous, parce que je crois que Suzanne parlait d'éléments, je crois, qualitatifs plutôt que quantitatifs, quelque chose comme ça. Mais en même temps, elle a évoqué, elle a indiqué, autant pour moi, qu'il fallait, de la part de Transparency International, des analyses, j'allais dire, comparatives. C'est important. Alors, nous, dans le RDPC, et je pense que c'est la même chose pour les autres partis, nous nous efforçons, bon an, mal an, à faire en sorte que ce phénomène soit endigué, parce que il n'existe pas que au sein des partis politiques. C'est toute la société qui est concernée, et ça rejoint un petit peu votre question tout à l'heure. Le Cameroun, disais-je en amont, aspire à une société de droit qui doit être renforcée tous les jours, et ça passe par l'assainissement des mœurs. Contrairement à ce que disait Madame tout à l'heure, ce ne sont pas que des ministres qui sont en prison. Non, vous n'avez pas tous les éléments fournis par la justice camerounaise. Nous apprenons, Maître est bien placé parce que justement il est un technicien du droit et il fréquente les prétoires. Très souvent, pour ne pas dire tous les jours, ça serait un petit peu exagéré, il y a qui des chefs de bureau, qui des policiers, qui des ceci, qu'on arrête. Et donc, ce n'est pas que des ministres ou comme elle a dit, des éperviables qui sont ciblés, non. Il faut que cela soit renforcé. Et en parallèle, j'ai lu, moi, quelques fragments du rapport de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination, n'est-ce pas? Oui, qui parlait, et c'est très important, qu'il faudrait absolument renforcer les pouvoirs de la CONAC. C'est très important. Donc, il faut que tous les Camerounais soient associés, à quelque niveau qu'ils se trouvent, parce que c'est une lutte commune et générale. Parce que vous pensez que jusqu'ici, la CONAC, les résultats jusqu'ici de la CONAC, attendus de la CONAC, vous pensez que cela porte un coup à la lutte contre la corruption en elle-même?
Non, c'est-à-dire que de mon point de vue, peut-être que Maître pourra le clarifier tout à l'heure, c'est que la CONAC, me semble-t-il, n'a pas suffisamment de pouvoir. Voyez-vous? Et il faut que elle, la CONAC, puisse avoir ces pouvoirs-là pour mener à bien ses missions. Je ne dis pas que la police est le premier corps corrompu parce que la CONAC n'a pas tous ses pouvoirs. Non, mais je dis que c'est un des segments de lutte contre la corruption. Pourquoi faut-il savoir si la CONAC elle-même n'a pas pris de la gangrène? Oui, alors là je serais d'accord avec vous parce que les différentes institutions qui doivent contribuer à assainir, n'est-ce pas, les mœurs au Cameroun, les animateurs, les acteurs au sein de ces institutions, eux-mêmes doivent être crédibles. Ça, c'est important. Parce que si vous n'êtes pas crédible, on aurait du mal à ce que vous disiez à quelqu'un qu'il faut faire ci ou ça. Alors, Maître Fidèle Djoumbissi, vous êtes un homme de droit, un homme de loi aussi. Et on ne va pas oublier ou occulter le fait que le système judiciaire est également cité comme parmi les institutions les plus corrompues. Pardon, mais maître. Est-ce qu'il est possible? Excusez-moi, juste une seconde. J'ai voulu terminer et il faudrait que cela soit en phase avec la réalité. Ça l'est, mais il faudrait que ça le soit davantage. Lors de notre congrès en 2011, je crois que... Vous voulez parler du congrès du RDPC? Du RDPC, 100 ans. Je ne suis pas militant de notre parti, rassurez-vous. Et donc, le président, je vais citer un petit élément. Non, je vous assure que celui qui est assis sur votre droite... Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que si vous avez procédé par les investitures, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des vrais militants. Mais on ne va pas revenir sur le débat des investitures, Pauline. Pas du tout. En 2011, nous avons déposé la candidature avant d'aller investir. En l'occurrence, j'en suis un. Je fonctionne avec des convictions, rassurez-vous. Ce plan, il n'y a aucune ambiguïté. Donc, le président, disais-je, au congrès de septembre 2011, à un moment de son discours, a dit, je le cite, la lutte contre la corruption ira en s'intensifiant. Fin de citation. Allez-y, maître. En s'intensifiant. On y reviendra tout à l'heure pour voir s'il y a effectivement eu une intensification dans la lutte contre la corruption. Mais Fidèle Djoumbissi. Merci, Sandrine. Je voudrais dire que, comme les autres panélistes ont relevé, le rapport qui a été publié, le rapport de transparence, s'est focalisé sur la petite corruption. C'est-à-dire les policiers qui prennent 200 francs, 500 francs, même une capsule, comme a dit Pauline, et a oublié la grande corruption. La grande corruption qui est logée surtout au sein des grandes administrations, surtout au sein des départements ministériels, qui gèrent parfois les marchés publics. Et même si aujourd'hui il y a un ministère chargé des marchés publics, c'est là où il y a la grande corruption. C'est pour ça que j'ai parlé des ministres qui sont voilà, donc c'est là-bas où il y a la grande corruption. Parce que les détournements massifs s'opèrent à ce niveau. Non, mais il faut pas segmenter, on parle de la corruption en général. La corruption en général, oui. Moi, il y a la petite corruption. Et celle qui fait le plus mal au peuple, c'est la grande corruption, parce qu'on détourne les deniers publics. Mais la grande corruption, c'est la corruption. Voilà. La grande corruption, c'est-à-dire là où il y a un détournement de deniers publics, on devrait se servir pour faire progresser notre société. Alors, on s'attaque à la petite corruption où on prend 200, 300 francs. Bon. Je voulais dire qu'au-delà de ça, si la lutte contre la corruption ne fait pas reculer ce fléau, c'est parce que le dispositif qui est mis en place pour combattre n'est pas efficace. M. Tempé vient de relever le cas de la CONAC. Alors que dans le texte qui organise la CONAC, il est prévu que nous tous devons mener la lutte contre la corruption. Parce qu'il est prévu que chaque citoyen peut faire la dénonciation. Lorsque vous trouvez dans votre entourage quelqu'un qui est suspect, lorsque vous avez le moindre soupçon qui porte sur une personne dans votre entourage, qu'il est corrompu, la loi demande de dénoncer auprès de la CONAC. Dénonciation anonyme. Et lorsque c'est fait, la CONAC ouvre l'enquête. Est-ce que la CONAC fait l'enquête? Je ne sais pas. Je pense que beaucoup de Camerounais font des dénonciations et la CONAC ne fait pas ce travail. Autre chose, c'est le pouvoir qui n'est pas donné à la CONAC d'exercer les poursuites. Parce qu'on aurait dû ériger la CONAC en officier de police judiciaire. Là, je suis d'accord avec Maître. Et c'est dans cela qu'il faut renforcer. Et donc, vous estimez que le système n'a pas donné tous les pouvoirs qu'il faut à la CONAC? On va donner tous les pouvoirs. Parce que pourquoi on demande que quand la CONAC fait son rapport, il doit adresser, ce rapport doit être d'abord adressé au président de la République, qui doit juger de l'opportunité des poursuites. On aurait dû demander à la CONAC, lorsque vous avez vos rapports, lorsque vous menez votre enquête, et que vous constatez qu'il y a des gens qui sont coupables, qui sont reconnus, apparemment reconnus comme coupables de corruption, ils devraient faire le dossier
comme fait la police judiciaire, et transmettre au parquet. Afin qu'une enquête soit ouverte. Oui, afin que l'enquête soit ouverte. Et le parquet, en ce moment, peut saisir le juge d'instruction qui peut mener l'instruction et voir s'il y a des charges suffisantes pour les poursuivre. Moi, je pense qu'en donnant ce pouvoir à la CONAC, ça pourrait faire avancer. Également, il y a l'article 166. Pourquoi on ne peut pas... On y revient dans un instant pour voir si une loi... Sur la déclaration des biens, l'article 166 de la Constitution peut permettre effectivement de lutter contre la corruption. C'est donc Albert. Moi, je pense que pour combattre un phénomène, il faut bien le circonscrire et analyser, je dirais, les tenants et les aboutissants. Pourquoi la corruption? Et il ne faut pas se focaliser seulement, comme on dit, sur les grands. De quoi souffre la société camerounaise aujourd'hui? Elle souffre de ceci, que de façon tacite, la culture de payer quelque chose au policier, à l'infirmière, est installée. La culture de payer toujours quelque chose. C'est-à-dire le sens du service public est complètement dévoyé, où on pense que pour avoir droit à tel ou tel, il faut donner la pièce. Pour avoir le travail, il faut donner la pièce. C'est quelque chose qui est installé consciemment dans la culture des Camerounais. Et cette chose-là les empêche en réalité de se battre contre le système qui en fait les appauvrit. Pourquoi? Parce qu'ils sont asservis. Et je dis ça en allant plus loin. Pour qu'un système change, il faut que le peuple refuse le système, y compris quand il s'applique sur lui-même. Sinon, la lutte contre la corruption, si c'est juste que c'est le voisin qui est corrompu et je le dénonce, et que moi je peux continuer à tolérer de donner de l'argent pour que mon gosse ait du travail, on ne s'en sortira pas. Je suis d'accord pour qu'on renforce les dispositifs actuels. Je suis d'accord pour qu'on épure, d'accord pour que la CONAC joue le rôle du commissaire. Mais si la CONAC est seule à jouer le rôle du commissaire et que vous, moi, n'importe qui, nous acceptons de donner de l'argent pour que nos enfants, nos frères, nos sœurs aient du travail, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas et on n'aura pas assez d'exigences contre ce système-là. Alors, Georges Tepel, Transparency International propose par exemple l'application de l'article 66 de la Constitution pour qu'on puisse résorber le problème de la corruption. Est-ce votre avis? Alors, je voudrais franchement vous dire que je suis un légaliste, des cheveux de la tête aux orteils du pied. Lorsque une disposition constitutionnelle permet qu'on déclare les biens, je crois qu'il faudrait qu'elle soit appliquée. Maintenant, il faut peut-être faire le distinguo parce que l'application de l'article 66 ne va pas résoudre tout naturellement tous les problèmes. En l'occurrence, l'éradication ne va pas permettre l'éradication de la corruption. Je crois qu'il va falloir, et c'est fondamental, il y a deux versants du problème. Le premier versant, c'est une sensibilisation massive et active. Le deuxième versant, c'est la répression. C'est-à-dire que lorsqu'il est établi que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, a violé la loi, je vais faire simple, il faudrait qu'il puisse effectivement recevoir la rigueur de cette loi. Donc, application, c'est un récapitulatif, application de l'article 66, pourquoi pas, mais ça ne va pas simplement, ça ne va pas résoudre totalement le problème. Ça va y contribuer probablement. Polyponce Maïnga, peut-être déclarer c'est bien, ce serait une piste de sortie pour la lutte contre la corruption. Il y a également la loi anti-corruption que le Transparency International voit bien être mise sur pied. Oui, mais même si les gens aujourd'hui venaient à déclarer leurs biens, je dis bien au jour d'aujourd'hui, par exemple, voilà les élections qui vont avoir lieu et que cette loi était appliquée. Quid de ceux qui ont déjà amassé et qui ne voudront jamais dire exactement, parce qu'il y a des gens qui sont prêts, non, il y a des gens qui ont élaboré beaucoup de projets dans lesquels ils ont investi des sommes colossales, massives. Il y a des gens qui ont mis dans les paradis fiscaux, dans les pays d'Amérique latine et tout. Le président de la République lui-même, qui est à peu près réfractaire à cette loi, n'a jamais donné ne serait-ce qu'un simple signe de vouloir lui-même déclarer ses biens et ainsi de suite. C'est dit, c'est quelque chose qui est pernicieux. Moi, je pense que aujourd'hui, au Cameroun, on devrait plutôt se poser la question de pourquoi il y a la corruption. Et c'est à partir du moment où on aura la réponse de pourquoi est-ce qu'il y a la corruption, oui, tout le monde le sait. Mais pourquoi?
à mon avis, à mon humble avis d'observatrice de la chose de la cité, je pourrais dire que depuis à peu près le temps où on a commencé à couper les salaires des fonctionnaires, parce que les policiers aussi sont des fonctionnaires, les médecins, les infirmiers pour la plupart sont des fonctionnaires, les enseignants sont des fonctionnaires, parce que moi j'aurais bien voulu qu'on nous dise que les fonctionnaires sont les premières catégories et qu'on mette A, B, C chez les fonctionnaires. Parce que c'est les fonctionnaires, surtout les fonctionnaires, et encore les fonctionnaires qui sont, je peux dire, uniquement impliqués. Vous avez la mauvaise habitude de couper, mais vous ne couperez pas la dame sur ce plateau Non, quand moi je suis en train de parler. Oui, non, laissez, prenez votre mal en patience. Prenez votre mal. Nous tous, on a envie de dire quelque chose quand vous parlez. Ce que je voulais donc dire aux téléspectateurs, c'est que quand on coupe un salaire d'un fonctionnaire en 3, honnêtement, on le pousse à quoi? À moins qu'il soit devenu magicien ou sorcier pour faire abracadabra et avoir à manger dans son assiette, on le pousse automatiquement à une forme de corruption. Lorsque on fait en sorte que des jeunes ne puissent pas travailler... Il faut remonter la chaîne un peu. Non, il faut que le Cameroun assainisse la société. Il faut que quand les enfants vont à l'école, qu'ils puissent aller à l'école sans que les professeurs ne demandent de l'argent pour les inscrire, quand ces enfants sont méritants. Quand quelqu'un est amené en urgence, il faut que l'infirmier qui soit là, et sinon, dès que le médecin est au courant, qu'on le transmette au conseil de discipline et qu'il soit viré sans autre forme de procès. Forme d'avis. Alors, si par exemple, je voulais terminer en disant que, pourquoi vous pensez que la police, aujourd'hui, elle est plus indexée? La police est le corps le plus indexé parce que pour entrer à l'école de police, il y a des enfants de familles très pauvres dont le village entier cotise de l'argent pour qu'ils puissent sauver 500 000 francs pour que cet enfant puisse finir ses études et avoir son diplôme. La première chose que ces jeunes, avant c'était une punition lorsqu'on prenait un policier pour le mettre sous le soleil pour régler la circulation ou arrêter les taxis. Aujourd'hui c'est un honneur. Les gens veulent sortir, se retrouver là pour on va permettre à Ahmed Djoumbissi, la loi anti-corruption également proposée par Transparency International. De votre point de vue de juriste, les juristes également sont pointés du doigt par ce rapport. Alors, la loi anti-corruption suffira-t-elle à faire endiguer le phénomène? Oui, je pense que la loi anti-corruption pourra participer du dispositif, pourra participer du renforcement du dispositif de lutte contre la corruption. Et je pense que cette loi est impérative parce que le Cameroun a déjà ratifié la Convention internationale sur la lutte contre la corruption. Donc le législateur devrait déjà penser à faire adopter une loi anticorruption. Et ça aura pour conséquence également de modifier notre code pénal. Parce qu'il serait important aussi qu'on insère dans notre code pénal l'enrichissement illicite. Si on insère cette disposition, si on incrimine ces agissements comme enrichissement illicite, ça participera beaucoup à la lutte contre la corruption. Parce que l'enrichissement illicite amènerait les gens à justifier leurs revenus. Et lorsque chacun saura qu'il doit justifier ses revenus, il fera attention. Et je voudrais ajouter que la déclaration des biens, normalement, il faut appliquer la Constitution. Aujourd'hui, cette disposition de l'article 66 dans la Constitution, pourquoi on ne l'applique pas? C'est parce que ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont au pouvoir, ils ont peur de cette disposition, parce que ça pourrait être un tsunami pour eux. C'est pour ça qu'ils évitent. Alors que les textes, même le décret d'application, a été déjà la loi qui met en application cette déclaration de biens a été déjà adoptée. Et même le décret portant la commission qui doit recevoir la déclaration de biens est déjà là. Il ne reste que de nominer les membres. Pourquoi on ne veut pas? La question est se poser sans que Lebert. Je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les textes de loi n'ont de valeur que si les hommes et les femmes dans une société donnée ont ce que j'appelle un code moral. Parce qu'il peut y avoir des textes. Regardez, en France, il y a des textes. Aux États-Unis, il y a des textes. On réussit quand même à arrêter des gens qui font soit de l'évasion fiscale, soit l'enrichissement illicite. Le cas récent de Cahuzac en est un exemple. Donc, et même au Sénégal. Donc le dispositif légal n'a de puissance que si les individus qui les agitent ont eux-mêmes une rectitude morale.
Je trouve absolument inadmissible qu'on me dise que c'est normal que des gens se fassent la pièce parce que leur salaire a baissé de 48 degrés, etc. Ce n'est pas les encourager, de 70, vous permettez Pauline Foissier, ce n'est pas encourager ce que j'appelle la rectitude morale. La rectitude morale qui fait que quand un peuple est exigeant, il ne peut pas tolérer des dirigeants qui sont délétères. Et moi, j'en appelle à la conscience personnelle ou individuelle des Camerounais. Même si c'est vrai, oui, il faut que les gens aient du travail. Oui, il faut qu'à l'école, il y ait des écoles. En attendant, il ne faut pas qu'on accepte la dictature de la corruption. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'accepter de donner la pièce. Et on peut s'en sortir sans ça. Je pense qu'il faut que les gens soient exigeants, combatifs, pour justement que les dirigeants ne s'amusent plus. Pourquoi nos dirigeants font n'importe quoi? Parce qu'on les laisse faire. Et pourquoi on les laisse faire? Parce que nous-mêmes, au quotidien, on fait n'importe quoi. Mais si nous étions un peuple exigeant, mais ça fait longtemps que Biya ne serait plus là. Ça fait longtemps que le RDPC ne serait plus le parti au pouvoir. Ça ferait longtemps. Parce que nous nous battrons pour exiger que nous ayons des dirigeants dignes de nous. Donc moi, j'en appelle vraiment à la conscience de chacun. La lutte contre la corruption, c'est un arsenal administratif, je suis d'accord. Mais c'est surtout une technostructure morale. Ça demande une rectitude morale. Alors, Georges Tépé, finalement, l'exemple devrait venir du haut de nos gouvernants, de nos dirigeants, pour que la lutte contre la corruption s'intensifie. Vous parliez tout à l'heure d'intensification de lutte contre la corruption. Ben, écoutez, je pense que lorsque nous sommes sur un plateau de télévision, me semble-t-il, nous devons nous efforcer à être constructifs, parce que l'objectif pour lequel vous nous invitez, c'est celui-là. Moi, je ne viens pas pour des querelles de chiffonniers, je viens pour apporter ma modeste contribution au débat et au-delà à éclairer les Camerounais. Parce que j'ai l'impression que madame a des idées toutes faites, c'est-à-dire qu'elle est dans la systématisation, tout ce qui est mauvais, le RDPC, tout ce qui est... Mais non, il faut évoluer. Mais je n'ai pas, excusez-moi juste une seconde, je n'ai jamais récriminé le RDPC. C'est ce qu'elle me reprochait tout à l'heure, pourtant. Je n'ai pas, c'est pour vous montrer que c'est mauvais, et si vous en... Vous l'avez fait, vous avez dit ça, c'est madame... Je n'ai jamais, j'ai dit qu'à la base, il faut que le président de la République, qui a accepté qu'on vote cette loi-là, ait été le premier à commencer à dire, moi, Paul Biya, à la prochaine élection présidentielle, je vais déclarer mes biens. C'est exact. C'est pas contre M. Biya. Moi, j'ai fait mon travail de journaliste. Je suis désolée. Je n'ai pas adhéré à un parti. Lorsqu'elle aura terminé, elle me dira et je vais enchaîner. Allez-y, monsieur Tépé. Peut-être qu'elle a terminé maintenant. Allez-y. Non, ça va, vous avez... Le respect de la personne humaine, pour moi, est à mettre à la plus haute échelle de valeur. Je respecte tout le monde, je vous assure, tout le monde. Et c'est mon éducation, c'est ma formation. Ceci dit, je l'indiquais tout à l'heure, nous sommes là pour éclairer et apporter des arguments solides qui convainquent. Bon, lorsqu'elle dit que le président Paul Biya, n'est-ce pas, est réfractaire à l'application de l'article 66, non. Le président a un retard dans la recherche de l'application de cet article. Pourquoi? Comment peut-il être réfractaire alors qu'il a souhaité que cet article figure dans la Constitution? C'est comme la démocratie. Quelqu'un qui est réfractaire ne peut pas souhaiter, mais, et ça rejoint ce que vous disiez vous-même tout à l'heure, ne peut pas souhaiter que cette disposition figure dans la Constitution. Vous voyez, c'est comme si, à un moment donné, on pouvait dire, mais la Constitution prévoit qu'il y ait le Sénat, mais pourquoi il est réfractaire à ce que le Sénat soit mis en place? Enfin, le Sénat est là. Donc je parlerai plus, non pas du caractère réfractaire, mais du retard. Et pourquoi donc ce retard? C'est lui-même qui a la réponse. Donc, non, c'est pas une question de sémantique, c'est une question de restitution des faits. Donc, ma foi, votre question même avec vous disiez tout à l'heure, pardonnez-moi, que notre parti a fait quoi? J'ai pas très bien... On a bien dit tout à l'heure sur ce plateau, tout le monde est d'accord de ce que ce sont les gouvernants qui doivent peut-être montrer l'exemple. Non, tout le monde n'est pas... Moi, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que justement, si le peuple était rigoureux, alors j'allais justement compléter, Suzanne, pour dire que le peuple peut être certes rigoureux, mais comment comprendre que dans les administrations, que quelqu'un ne se sente pas obligé de donner 500 francs, 1000 francs CFA pour pouvoir accéder à un service? Oui, non, mais moi je pense que je vais aller dans votre sens. Même si au niveau du bas, appelons ça comme ça, qu'est-ce qui est bas, qu'est-ce qui est haut, au niveau du bas, les mentalités doivent même évoluer, c'est important, mais je crois que pour la crédibilité des choses, n'est-ce pas, parce que la politique c'est quand même la vision, il faut voir les choses, et c'est important, il faut anticiper certaines choses. L'exemple doit venir du haut. Moi je suis convaincu
Parce que, et cela renforce la crédibilité de nos gouvernants. C'est important. Le président Paul Biya fait des efforts tous les jours, mais malheureusement, nous avons des gens autour de lui, même si Maître est peut-être en train de sourire, qui ne comprennent pas vers où il va. Et il faudrait donc que le président, qui est le responsable de notre majorité, puisse à chaque moment frapper du poing sur la table. Parce que peut-être madame ne me connaît pas. Moi, je ne viens pas d'un milieu où il y a des ministres, où il y a des gouverneurs. Non, 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 non. Je suis connecté avec la base. Je suis au-delà de mes responsabilités autres, mais je suis un élu depuis 2007, je suis conseiller dans une sous-section. Je suis tous les jours avec les militants, je connais leurs aspirations, nous parlons ensemble, nous avons des projets. Et vous connaissez également leur problème de quotidien. Il nous reste très peu de temps. C'est pour ça que je veux terminer pour dire que nous pouvons mettre, et là je rends ma contre-courant de ce que Maître disait tout à l'heure, nous pouvons mettre tout l'arsenal juridique sur pied. Je vous assure que si les mentalités à tous les niveaux, n'est-ce pas, ne changent pas, je crains que nous ne puissions atteindre l'objectif escompté. Maître Oui, je voudrais réagir par rapport à ce que Georges dit. Il a indiqué tout à l'heure qu'au congrès du RDPC en 2011, le champion avait annoncé que la lutte contre la corruption devait s'intensifier. J'indique qu'elle a plutôt régressé. Vous vous souvenez qu'en 2012, on met sur pied un tribunal criminel spécial. On vote une loi dans laquelle on dit qu'on permet à celui qui a volé de venir rembourser et on ne le poursuit pas. Il peut rembourser au niveau, si l'affaire est encore au niveau du parquet ou au niveau du juge d'instruction, si ça ne va pas devant le tribunal, on le laisse, il se tire blanc comme neige. Je me demande s'il y a eu intensification de la lutte contre la corruption. Donc vous avez l'impression que tout cela a régressé? Ça a plutôt régressé. De deux, je voudrais indiquer que c'est l'habitude du président de la République, de M. Paul Biya, de vouloir toujours retarder les choses. Comme il a dit, il accuse le retard. Et il a toujours cette technique. Mais n'est pas réfractaire. Il a toujours cette technique de retarder l'exécution des lois. Lorsqu'une loi est prise, il met toujours le décret d'application et il retient. C'est la même chose qu'il fait avec la décentralisation, l'application progressive. Et on n'avance pas chaque jour. Et c'est lui qui se plaint de l'inertie et de l'immobilisme. Et lorsque le MRSE sera là, ce ne sera pas ça. L'hyper-présidentialisme que vous dénoncez est le résultat de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire un peuple qui ne se sent pas responsable de son destin, qui l'a mis entre les mains d'une seule personne qui fait la pluie et le beau temps. Pour revenir à la lutte contre la corruption, cette lutte-là, je répète encore une fois que si on veut la gagner, ça impose à chacun de nous une rectitude morale. Parce que quand on botte en touche en disant l'exemple doit venir d'en haut, on peut changer la dialectique. Un peuple peut être vertueux et imposer la vertu à ses dirigeants. Parce que le temps qu'on attende, beaucoup de gens seront déjà morts. Donc c'est maintenant, sans attendre que le MRC soit au pouvoir. Pardon, Suzanne. Non, c'est fini. Oui. On n'a plus besoin. Alors, on va discuter. On discutera après. On n'est pas obligé de... Juste en 30 secondes, nous sommes à la fin de l'émission. Surtout que je suis venu en retard. Mais bon. Vous n'allez pas rattraper tout le temps perdu absolument, en même temps. Absolument. Non, je voulais juste dire que ce que Suzanne dit est totalement vrai. Mais moi, je n'opposais pas du tout l'exemple qui doit venir du haut et celui l'exemple que doit incarner les Camerounais. Non, ça doit être une synergie, donc quelque chose de global. Mais comme nous avons ceux qui sont à la tête des gouvernants, ils doivent plus donner l'exemple. C'est ce que je voulais juste indiquer et c'est la position que je voulais apporter. Vous savez, quelqu'un disait que les paroles sont libres, esclaves et soumis à la discipline de la syntaxe et tout puissant. Je crois que chacun est libre de dire ce qu'il pense, mais il faudrait que tout ce que nous disons reste dans le cadre de la courtoisie et du respect. Donc voilà ce que je... Il me semble que tout le monde a été courtois jusqu'ici. Pas tellement. Alors, on va... Ah bon, Suzanne, pas du tout. Pas du tout. Alors, on fait tous les efforts pour être courtois. On va sortir, on s'en va sortir dans cette émission. On a deux journalistes justement. Et j'aimerais juste vous poser une question à Pauline et à Suzanne. La presse, me semble-t-il, est un peu muette sur la crise en Égypte. Comment il est possible de comprendre cela? Muette, non. Est-ce que quand vous lisez les journaux égyptiens, est-ce qu'ils parlent du Mali? Quand vous lisez des journaux, on parle du Mali aujourd'hui, mais la presse RFI est complètement muette sur ce qui se passe au Cameroun. Il y a des fois, je ne suis pas d'accord avec ça, mais il y a des fois des sélections, des hiérarchisations qui sont liées au fait qu'on a le nez collé sur le guidon et on ne regarde pas plus haut, c'est ça. La presse est muette sur ce qui se passe au Soudan, en Somalie, en Afrique du Sud. Est-ce que c'est plus important ce qui se passe en Égypte pour nous ou pas? C'est autant de questions. Bon.
Alors peut-être, Pauline, la crise en Égypte aurait peut-être pu intéresser la presse camerounaise, surtout lorsqu'on se rappelle que lorsque Hosni Moubarak est parti du pouvoir, on en a parlé dans la presse, évoquant même que c'est une leçon qui serait donnée à d'autres dirigeants africains. Oui, il faut dire que les agitations qui étaient constatées à la place, c'est Tahrir et tout, avaient créé un précédent. Ce qui fait donc que le monde entier, dans cette mouvance arabe, a commencé à voir tomber au niveau de la Tunisie, l'Égypte, et ainsi de suite. Donc on a commencé à voir beaucoup de choses. Je crois que seule l'Algérie s'est gardée de rentrer dans cela. Et on a vu que ça continue avec la Syrie. Donc oui, c'était un précédent et c'est la presse mondiale qui s'en est occupée. Malheureusement, leur récidive là vient juste au moment où nous sommes avec nous, la presse, avec un bon morceau entre les dents, c'est-à-dire la FECAFOOT, la FIFA et tous ces problèmes. Les législatives. Voilà, les législatives aussi, on bombarde et tout ça là, que ça va se passer. Donc les gens sont beaucoup plus préoccupés parce qu'on veut bien regarder sur le voisin, mais on regarde d'abord chez soi. Et il y a des choses très très sérieuses. Quand on touche au football au Cameroun et à la politique, ça veut dire qu'on a vraiment pris la peine de focaliser l'attention à l'intérieur de nous-mêmes. Eh bien, c'est la loi de la proximité, me direz-vous, qui gouverne également la hiérarchisation de l'information dans la presse. Eh bien, nous sortons donc ainsi de droit de réponse de ce dimanche. Merci à tous et à toutes d'avoir accepté cette invitation. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci également pour le débat qui a été ouvert. À vous également, madame, monsieur, nous vous disons infiniment merci d'avoir regardé droit de réponse de ce dimanche, en espérant que vous avez usé de vos droits de réponse. Bon dimanche à dimanche. Au revoir.